Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette belle région sud, à l'hôtel de région sud. Nous sommes accueillis par Renaud Muselier. Bonjour, monsieur le président de la région sud. Nous allons avoir un débat. Nous avons décidé d'organiser la tribune sur les sujets de transformer la France. Transformons la France. Vous savez, c'est une tournée que la tribune tient depuis près d'un an. Nous avons fait de nombreuses régions. Nous avons fait une tournée en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, dans la région Rhin. Nous étions la semaine dernière en Bretagne et nous voici dans le Sud avec Laurence Bottero, que je salue, la rédactrice en chef de la région Sud, Méditerranée et même l'Afrique. Bonjour Laurence. Et nous avons réuni un panel pour ouvrir ce débat sur l'innovation écologique, plus-value des régions, avec donc Renaud Muselier, je viens de vous présenter. Vous êtes la puissance invitante ce matin. Philippe Renaudy, président de la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, bonjour. À mes côtés, Aurélie Jean, qui est docteur en sciences numériques, très connue, directrice générale de In Silico Veritas, auteur de nombreux livres et habitué de tous les débats de la tribune. Et enfin, un autre habitué des débats de la tribune, Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et l'auteur de nombreux ouvrages, dont L'archipel français et La France sous nos yeux. Vous avez regardé toutes les régions et notamment la région Sud. On va en reparler avec vous sur tous ces enjeux. Laurence, à toi l'honneur de la première question. Merci Philippe. Alors comme tu l'as rapidement évoqué, le fil rouge de ce Transformant la France en région Sud, c'est l'innovation écologique, plus-value des territoires. Et évidemment, la première question va assez naturellement au président de la région, Renaud Muselier. Vous êtes la première région à avoir un budget 100% vert d'Europe. Vous êtes connu pour avoir lancé une COP d'avance quand on ne regardait pas encore l'innovation écologique et l'écologie même tout court comme une valeur dans les territoires. Comment est-ce qu'est venue cette volonté et comment est-ce qu'on dirige la vision ? Alors tout d'abord, merci d'être ici et de finir votre tour de France par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette fameuse région qui est la plus belle d'Europe. C'est plus facile quand vous le dites le dernier, comme ça les autres sont marrons, ils ne peuvent pas le lire. Deuxièmement, je me permets de présenter toutes mes excuses à ceux qui sont aujourd'hui dans la salle et qui vont voir un débat par visio, mais le président de la République étant là, et on va lui présenter quelques trucs très importants pour cette capitale régionale, pour cette deuxième ville de France, et donc on va essayer de faire vivre ce débat le plus possible, sans faire tunnel, pour que ça reste vif, agréable et rapide. Donc, pour répondre à votre question, Madame Bottero, bon, je suis pas devenu vert d'un coup. Moi, je suis un mec de droite qui a grandi avec Jacques Chirac, qui a soutenu Nicolas Sarkozy et qui, dans le cadre de sa vie politique, après avoir eu tous les mandats, je suis président de région et j'ai été réélu face au Front National, au Rassemblement National, en additionnant 11 composantes politiques différentes. Avant cette réélection, c'est il y a 2 ans, c'est pile l'anniversaire aujourd'hui, ce matin. Il y a 2 ans, ça me fera plaisir de voir le président de rappeler avec ce petit clin d'œil amical que dans la vie politique, ça a un sens. L'amitié, la fidélité et la vision. En 2017, quand je suis président de région avec ma majorité, je suis assez impressionné en fait. C'est au moment où on vote le premier budget vert à 20%. Puis 30%, puis 40% et maintenant 100% qui est le premier budget vert d'Europe. La réalité, la prise de conscience, est assez simple. Moi, je suis un enfant de déportés, je suis un enfant de la guerre, je suis un enfant de la reconstruction. J'ai eu tout ce qu'ont fait nos aînés, hein, et nos aînés, ils ont tout fait pour vivre heureux et libre. Et donc, on a eu les universités, on a eu Ariane, on a eu le pétrole, on a eu tout. Mais en même temps, on a fait quelques bêtises quand même aussi. Bon. Mais donc, c'est la consommation. Et donc, j'étais très marqué par la COP 21, les accords de Paris, pilotés par M. Fabius, le fait que le monde entier s'y inscrive. Ça m'a assez impressionné. Et ma prise de conscience, c'est quand le président Trump est sorti des accords de Paris, avec un système négationniste, surtout, donc il critiquait tout le temps. Et j'ai réalisé à ce moment-là que mes enfants faisaient très attention, que la génération autour de moi faisait très attention, et que moi je fais attention à rien. Et donc ça m'a choqué, et donc à mon niveau je me dis qu'est-ce que je fais? Donc j'ai réalisé que je faisais tant bien que mal le tri sélectif, bon, tout ça n'était pas terrible. Et en fait j'ai réalisé qu'en tant que président de région, j'avais une capacité d'action. Et donc on a entraîné la collectivité dedans, on est arrivé assez vite dans ce budget 100% vert, 100% climat, qui fait en sorte qu'on a un bras de levier systématique sur la totalité de nos investissements, dans la totalité de notre domaine de compétences. Et il n'y a pas un euro investi par la région qui n'a pas une donnée, un bras de levier environnemental. Et donc c'est vrai que c'est un changement de cap fantastique et phénoménal, mais qui change beaucoup de choses dans la région et pour la région.
Alors, c'est finalement aussi une stratégie qui paye, si je puis dire, puisqu'on parle souvent de réindustrialiser la France. Parfois, certains disent même d'industrialiser tout court. Dans quelques années, si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, ici s'installera la première gigafactory solaire qui s'appelle Carbone. Et vous avez décidé vendredi de contribuer financièrement à l'installation de cette gigafactory, parce qu'effectivement, il y a 1,5 milliard d'euros qui sont nécessaires. Vous injecterez 15 millions d'euros. Ça, c'est le fruit, en fait, du choix stratégique. Donc, dans le cadre des compétences qui sont les nôtres dans les régions, en réalité, on a, et c'est ce que je répète en permanence, et ça pose beaucoup de problèmes politiques, il y a l'Europe et la France, puis la région, dans le cadre des contrats de plan État-région, puis les métropoles, non, puis les départements, puis les métropoles, puis les villes. Ce qui veut dire que quand on vote un contrat de plan État-région, c'est l'État-région. Donc on paye 1 euro de l'État, 1 euro de la région pour les projets du territoire qui remontent et on fait des choix d'organisation territoriale. En ce qui concerne les fonds européens, c'est nous qui les pilotons avec l'État. Mais l'essentiel des fonds européens, en dehors des fonds structurels, FEDER, FSE, etc., ce sont des fonds que l'on va capter au niveau européen. Et ça, c'est le pouvoir des régions. Et donc, l'organisation que nous avons en place, administrative et politique, c'est-à-dire ma majorité, fait en sorte que, globalement, nous sommes passés sur les fonds européens de 300 millions d'euros à l'époque de M. Vauzel à 5 milliards. Quand même, il y a un gros cap. Et nous sommes sur la phase de 10 milliards. Et nous sommes la première région française en termes de captation de fonds européens et dans les 10 premières régions d'Europe. Et ça permet de lire tous les sujets, en fait. Que ça soit au niveau universitaire, que ça soit au niveau des entreprises, ça ouvre tous les sujets. Et de la même manière avec l'Europe, avec la France, j'ai passé un contrat avec le Premier ministre qui fait en sorte qu'on a multiplié par 2,5 le plan État-région. On est passé de 2,5 milliards à 5,2 milliards. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on prend les 3 milliards de la région en termes de mandat, plus les 5 milliards de l'État, plus les 10 milliards de l'Europe, on va injecter jusqu'en 2028, à la fin de notre mandat, 30 milliards d'euros dans la région. Ce qui se fait quand même beaucoup d'argent. Et une fois qu'on a pris ça, on regarde notre territoire et on dit par rapport à ça, nous, on est capable, dans le cadre de France 2030, de tout faire. Et est arrivé Carbone. Carbone, ils étaient en compétition, on n'était même pas dans les 10 premiers. Carbone était dans un choix en finale entre le Grand Est et les Hauts-de-France. On est arrivé, on a fait valoir nos arguments, on a présenté notre dossier et il s'installe chez nous. Et donc, c'est ce qui prouve que cette mécanique-là fait en sorte qu'on est une région qui devient attractive, attirante, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui, en tout cas, sur le plan de l'organisation structurelle financière au service de l'entreprise et des entrepreneurs, on a des réponses. Alors, on va faire tourner un petit peu le tour de table, peut-être avec vos voisins et voisines. Peut-être le sujet qu'on a choisi, c'est de parler de l'innovation dans les territoires, notamment au regard de ces questions d'environnement. Alors, peut-être en commençant avec vous, Jérôme Fourquet, c'est un sujet qui est vraiment en pleine actualité. On parle beaucoup du ZAN comme un possible, évidemment, frein à la réindustrialisation et en même temps, comment ne pas poser la question de l'artificialisation des sols au moment où on veut développer la biodiversité. Ça fait partie des grands engagements de la région, on y reviendra. Votre observation, peut-être, aux uns et aux autres, et puis on fera tourner peut-être autour de cette question auprès des autres interlocuteurs. Merci beaucoup. Moi, je pense que la période, elle est marquée, et vous venez d'en apporter la démonstration, par une concurrence de plus en plus vive pour attirer à la fois les investissements, les projets d'implantation. Vous avez donné cet exemple. On pourrait prendre au niveau international ce que font les Américains avec l'IRA, mais aussi pour attirer les diplômés, les étudiants. Regardez l'importance qu'on accorde au classement de Shanghai. Il faut absolument que nos universités soient dans les meilleures mondiales pour attirer des jeunes talents, et puis aussi pour attirer plus globalement ce qu'un essayiste américain, Richard Florida, appelle les classes créatives. Donc ça, aujourd'hui, dans l'économie de l'intelligence et de la compétence, il y a cette concurrence de plus en plus forte. Autre caractéristique de la période qui va avec, c'est la mobilité accrue de la population. On est en ce moment en période où on vient de sortir du salon du Bourget. L'IFOP a réalisé récemment une étude qui montre que 30% de la population française, donc il y a bien tout le discours sur il faut arrêter de prendre l'avion, etc., etc. 30% de la population française a au moins pris l'avion une fois au cours des 24 derniers mois. 30%, donc c'est un phénomène de masse. Et donc c'est lié notamment au développement des low cost. Mais on est venu de Paris ensemble en train. Vous voyez le monde
qui se déplacent via les trains de la SNCF. Et on est très loin des prévisions apocalyptiques qu'on avait entendues au moment du Covid, en disant le secteur aérien, la SNCF, toutes ces grandes entreprises ont un genou à terre, elles vont mettre des années et des années à retrouver, si jamais elles le retrouvent, leur niveau de fréquentation. Et on voit que cette appétence pour la mobilité, qu'elle soit souvent touristique ou professionnelle, ne s'est jamais démentie. Autre élément qui montre, à côté du tourisme, cette mobilité accrue de la population, il y a eu un surgissement d'un phénomène nouveau avec le Covid, c'est le télétravail. Aujourd'hui, on a 25% des salariés français qui télétravaillent au moins 2 jours par semaine. Et donc, historiquement, on avait 2 catégories de la population qui pouvaient choisir d'aller habiter là où elles le voulaient vraiment. Par exemple à Marseille. Alors, on va y venir, justement. Mais votre région était bien servie de ce point de vue-là. C'était les retraités aisés, parce que la pension, elle tombait qu'on soit à Nevers ou à Antibes. Et comme par hasard, il y en a beaucoup plus qui ont préféré passer leur retraite à Antibes qu'à Nevers. Deuxième catégorie de population qui pouvait choisir d'habiter là où elle le souhaitait, les professions libérales. Et donc notamment dans le domaine médical. Et on voit que dans votre belle région ou sur le littoral atlantique, on parle assez peu de déserts médicaux. Avec le télétravail, on a aujourd'hui une 3e catégorie de la population qui se met en mouvement, c'est les cadres télétravailleurs, qui, à partir du moment où ils ont 2 à 3 jours de télétravail, ils peuvent aujourd'hui, s'ils le souhaitent, choisir d'habiter là où ils le veulent. Et donc il y a aujourd'hui une nouvelle bataille pour attirer ces talents, avec votre ami de maire de La Baule, qui a adopté comme slogan pour sa ville la formule suivante, « Vivre et travailler au pays des vacances ». C'est ça le slogan. Et donc là, la cible, elle est clairement désignée, c'est attirer ces cadres télétravailleurs. Là, c'est vivre et travailler au pays des cigales. Et voilà. Et donc, autant votre région avait gagné cette bataille sur les 2 premières populations historiques qui étaient en mouvement, aujourd'hui, il s'agit aussi de capter tout ça. Et dernier point, la période, elle est aussi marquée par une sensibilité de plus en plus forte vis-à-vis des questions environnementales, notamment dans la jeune génération, qu'on appelle la génération climat, mais aussi dans les populations diplômées, chez les cadres. Et donc, du coup, les régions ou les territoires qui vont pouvoir mettre en avant à la fois un cadre de vie préservé, mais également de fortes ambitions sur la bifurcation, la transition écologique, vont avoir un avantage concurrentiel évident par rapport aux autres régions. Et de la même manière qu'un certain nombre de diplômés, jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs refusent aujourd'hui ostensiblement d'aller travailler dans telle ou telle grande entreprise, parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas un bilan carbone positif, eh bien demain, ces mêmes types de publics et beaucoup d'autres vont privilégier d'aller s'installer dans des territoires où elles vont avoir le sentiment que les décideurs, qu'ils soient économiques ou politiques, ont pris à bras-le-corps ces questions-là et qu'elles font tout à la fois pour accompagner cette transition écologique, mais aussi accessoirement pour essayer d'offrir un cadre de vie qui soit vivable et acceptable et agréable à ces populations. Et donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, la politique climatique, l'innovation en matière de transition écologique devient un véritable marqueur différenciant, soit pour les investissements, soit aussi pour que des publics viennent s'installer. On parlait en aparté tout à l'heure, votre région est la plus belle d'Europe, mais vous voyez que vous êtes fortement concurrencé au niveau national, par exemple, par le littoral basque, aujourd'hui, sur la thématique. Ou par la Bretagne. Alors, c'est la nouvelle Côte d'Azur. Il fait un peu moins chaud que chez vous. Hein, là, on peut pas. C'est vrai qu'ils ont la mer qui va et qui vient. Voilà. Hein, et ils ont la pluie qui vient tout le temps. Voilà. Donc non, mais qu'ils y aillent, hein, ça paye encore de la place. Nous. Voilà. Mais vous voyez comment aujourd'hui, on a par exemple une destination comme la Côte Basque, qui, pas uniquement en termes touristiques, mais aussi en termes de localisation pour des jeunes diplômés ou des start-upers ou autres, tient la corde par rapport à des régions comme la vôtre. Et notamment, je pense que le lien avec la nature, la qualité de vie qui est aujourd'hui proposée dans ce territoire-là, il n'y est pas pour rien. Vous avez fait référence historique. On a eu la Californie française en PACA, mais c'était la Californie des années 60. Si vous dites PACA, il ne va pas être content. Non, Grand Sud, je sais, région Sud. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez que notamment certains journaux ou médias américains avaient parlé de la côte basque comme la nouvelle Californie française. Et donc cette capacité à
projeter une image qui soit respectueuse de l'environnement, où la qualité de vie est agréable, tout ça fait partie d'un écosystème. Eh bien, je pense que c'est absolument décisif dans une économie ou une société qui est marquée par davantage de mobilité. Alors, on a parlé de transition écologique, mais il y a d'autres transformations, et notamment la transformation numérique, parce qu'on part du principe qu'un télétravailleur a besoin de réseau pour ça. Et je me tourne vers la Bretonne d'entre nous, qui vit aussi entre les États-Unis et la France. Donc, vous voyez, elle cumule plein de visions, Aurélie Jean. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire, par exemple, Jérôme Fourquet sur l'attractivité des régions et le changement en termes d'attractivité et de ce qu'il faut faire pour finalement être une région attractive et verte? Il y a deux choses. Est-ce que vous disiez justement sur l'écologie est devenue maintenant un problème de proximité pour les gens? C'est-à-dire que moi j'ai grandi, je vais avoir 41 ans et j'ai grandi avec le trou dans la couche d'ozone. Mais personne s'affolait vraiment, en réalité, à part les scientifiques. En réalité, maintenant, on voit les effets directs à côté de chez nous, que ce soit sur le climat ou que ce soit sur la biodiversité. Et du coup, on est beaucoup plus sensible à ces sujets climatiques, et les jeunes aussi, mais je pense toutes les catégories de population. Maintenant, et on l'a vu aussi, par exemple, sur les résultats des municipales, où en fait les partis écologiques ont bien mieux marché que le reste, comparé aux élections présidentielles, par exemple, ou à l'Assemblée nationale. Et donc ça, c'est un point important. Maintenant, c'est vrai qu'un point que je dis souvent, c'est que il faut que les gens qui maintenant s'intéressent aux phénomènes écologiques, s'intéressent au réchauffement climatique et comment les régions font pour combattre ce réchauffement et comment ces régions deviennent attractives, il y a aussi en fait une part d'acculturation scientifique pour deux choses. D'une part, savoir lire les actualités sur le climat et savoir lire les rapports, savoir lire aussi les actualités sur les entreprises qui disent faire quelque chose ou les collectivités locales ou locales qui disent faire quelque chose, parce qu'on sait aussi qu'on peut tout à fait manipuler, faire de la communication, on l'a vu dans plein de sujets, le climat n'est pas le seul, et donc il y a cette acculturation scientifique à avoir pour arriver à déchiffrer l'actualité et avoir ce que j'appelle en fait un avis, une opinion éclairée vis-à-vis de la science, et ça permet du coup aussi de se rendre compte quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut aller, dans quoi il faut aller investir. C'est vrai qu'on a tendance en fait et moi je suis admirative en fait des populations plus jeunes qui sont là à dire qu'il faut écouter les scientifiques vraiment, parce que justement elles alertent toute la population sur le fait d'aller écouter le scientifique. Maintenant il faut s'acculturer, et c'est encore une étape supplémentaire pour justement arriver aussi à mettre la pression sur ces collectivités, sur son maire, sur son conseil des régions, etc., pour justement avoir encore plus d'activités autour du climat, autour de la biodiversité. Alors moi, je suis d'origine bretonne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, par exemple en Bretagne, pour protéger les océans, protéger la biodiversité de l'océan, parce que c'est vrai qu'on parle... Il y a eu des grands programmes aussi, on a vu l'autre fois lorsqu'on était à Nice, sur la protection des océans, parce qu'en fait, c'est un enjeu énorme. Et donc voilà, donc moi je dirais acculturation, et aussi voir que dans la science peut aussi se trouver la solution. C'est-à-dire que moi je suis pas du tout dans le solutionnisme technologique ou scientifique. Il faut davantage écouter les scientifiques de bout en bout finalement, autant sur le constat que sur la solution. C'est-à-dire que moi je lutte contre toute forme de solutionnisme technologique ou scientifique. C'est-à-dire que la solution n'est pas que technique, que scientifique, mais elle n'est pas non plus que dans nos changements à nous. C'est-à-dire qu'on doit nous changer à notre échelle dans nos consommations. Mais les États, si nous faisons que changer nous individuellement et que les États ne changent pas dans leur politique, dans leurs accords commerciaux avec les autres pays du monde, ça ne changera pas en fait. Donc il faut absolument que ce soit des changements à plusieurs échelles, mais aussi d'aller investir dans la science. Je donnerai plusieurs exemples en fait de choses qui sont déjà en fait en train d'être déployées. C'est par exemple des technologies pour aller transporter l'information via la lumière, pour aller du coup diminuer de façon drastique la consommation d'énergie, mais aussi accélérer le transport de cette information. On a aussi des nouveaux modes de calcul par décentralisation du calcul qui permettrait non plus d'aller chercher de l'information, donc des données, quelles qu'elles soient, industrielles ou à caractère personnel, de vos machines, de vos outils vers des grands serveurs pour aller ensuite entraîner des modèles, des algorithmes, pour ensuite les faire tourner et vous donner des réponses à des questions, faire des prédictions, peu importe. En fait, on irait décentraliser, paralléliser en fait le calcul, donc on irait faire des petits bouts de calcul de votre modèle en fait sur chacune des machines sans sortir l'information, la data. Et toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont en train d'être faites là-dessus et qui sont vraiment avec de bons résultats, mais c'est des recherches qui nécessitent énormément d'argent. Et donc sans le soutien de l'État et sans le soutien des entreprises privées aussi, on n'arrivera pas en fait à percer dans ces domaines scientifiques et techniques dans lesquels on doit de toute façon percer en complément des modifications des attitudes. Philippe Renaudy, c'est compliqué les transformations, un peu ce que vient de présenter Aurélie Jean. Il y a sans doute la volonté,
Mais après, il y a le passage à l'échelle pratique. Et ça, c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on voudrait. Alors, d'abord, déjà, on a pris conscience que, globalement, on avait quand même sous-traité notre industrie à la Chine et qu'aujourd'hui, il faut absolument relocaliser. Ça, je crois que maintenant, tous les Français l'ont bien compris. Et puis, on est en train de comprendre, alors c'est un autre sujet, mais qu'on a également sous-traité notre défense nationale aux Américains. Et qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un petit peu marche arrière également là-dessus. Donc, la transformation, c'est tous les jours. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont moteurs sur la transformation, comme le sont les collectivités et évidemment la région en tête. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent faire de l'autoconsommation, qui souhaitent faire de la transition énergétique, on travaille avec les chambres de commerce, évidemment, mais on a besoin d'un leader économique qui est aujourd'hui la région, clairement, et qui s'est lancé dans ces sujets-là. Et aujourd'hui, évidemment, on est unis tous derrière la région sur ces sujets. C'est évident, c'est elle qui a l'argent et qui a l'initiative. Alors les entreprises, elles sont confrontées également aux problèmes administratifs. Parce que si on veut faire de l'autoconsommation, si on veut faire effectivement remettre des entreprises dans les friches industrielles, eh bien c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, on a une administration française qui prend un malin plaisir à nous mettre des bâtons dans les roues et à ralentir tous ces processus. Donc, ces transitions, il faut les faire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui nous demandent de les faire ralentissent le système. Et je crois que là-dessus, il y a peu de personnes qui peuvent dire le contraire. Les collectivités locales, certaines collectivités, mairies, se prennent un malin plaisir à mettre en difficulté les entrepreneurs qui souhaitent passer à l'autoconsommation, à installer des panneaux photovoltaïques et qui sont coincés des mois et des mois pour obtenir des autorisations. Vous savez que l'électricité, le coût de l'électricité a monté et que ces entreprises ont besoin de faire ces réformes et ces transformations rapidement parce que c'est un enjeu pour eux de survie. Mais malgré tout, on se retrouve confronté à l'administration qui met des bâtons dans les roues et au lieu de faire ça en un mois ou deux, eh bien on va y passer 4, 5, 6 mois. Ça veut dire que pendant 4 mois de plus, on va surpayer l'électricité qu'on pourrait payer beaucoup moins cher, décarboner notre industrie, etc. Donc il faut également que le gouvernement, qui souhaite cette transformation, qui nous pousse vers cette transformation, soutienne l'économie, les régions et les entreprises qui veulent faire ces transformations. Il ne faut pas qu'ils continuent à mettre des bâtons dans les roues. Un sujet sur lequel je voulais également parler, c'est la formation. On a besoin de former nos jeunes, parce que quand vous attirez des entreprises ici, en région PACA, effectivement, ces entreprises étrangères, elles regardent un petit peu comment ils vont former leurs salariés. Et aujourd'hui, les chambres de commerce sont très impliquées dans la formation, évidemment, puisqu'on est le second formateur en France après l'éducation nationale. Et on a tout intérêt à travailler de concert avec la région et avec les entreprises qui veulent s'installer ici pour les aider à recruter, parce que c'est également un frein, le recrutement, au développement économique et écologique, puisque ce n'est pas antinomique. Hein. Aujourd'hui, on peut très bien faire de l'économie et de l'écologie. Alors justement, sur ce sujet, peut-être Renaud Muselier, sur cette contradiction qui n'est pas qu'apparente entre écologie et économie, on peut prendre l'exemple de ce qui est en train de se passer sur le site de Fos, puisque ArcelorMittal c'est une actualité évidemment qu'on n'avait pas prévue aujourd'hui, mais qui tombe aujourd'hui, est temporairement arrêté par l'inspection du travail pour des raisons de pollution. Je rappelle, c'est l'un des sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre de France, avec celui de Dunkerque. Vous êtes engagé, la région est engagée, l'État également accompagne une grande transformation du grand port maritime de Marseille, de ce site. On a cité Carbone qui va s'y installer, mais il y a, je crois, une dizaine de grands projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment arriver à accompagner cette transition sur ce site majeur? Il y a également, la personne qui viendra tout à l'heure parler de Carbone nous disait, il y a également des problèmes de biodiversité, même sur un site comme celui de Fos-sur-Mer, comme quoi la contradiction qu'il faut lever, c'est d'arriver à accompagner cette décarbonation qui est urgente avec un développement harmonieux. La très grosse difficulté, c'est de savoir si on écoute les extrêmes. Ou si on se met dans un processus qui nous amène vers du mieux. Bon. Pour reprendre ce qui vient d'être dit rapidement,
il est clair qu'il y a une compétition très importante au niveau des régions d'Europe et que celui qui a l'accès par train, par avion, par port, il a un avantage sur les autres. Celui qui a des universités et des médecins, il a un avantage sur les autres. Bon. Et ça, nous, là, on joue. Il est clair aussi, et je suis parfaitement d'accord avec vous, que moi, je crois dans l'intelligence humaine et la recherche. Voilà. Et on voit bien les efforts qui sont faits par les uns et par les autres pour trouver des solutions. Mais quand je dis ça, je trouve ça de façon très concrète. On a présenté notre plan Or Bleu. Dans le plan Or Bleu, on s'est servi de l'intelligence réelle à la suite des travaux des Israéliens qui font eux-mêmes des travaux pour faire en sorte qu'ils retraitent leurs eaux usées. Et ils retraitent 98% de leurs eaux usées, pendant que nous, dans la région, on en fait 1%. Bon, ben donc il y a le savoir-faire technique qui nous permet justement d'apporter une réponse. Il y a du chemin pour du progrès. Parallèlement à ça, il y a du chemin, mais il y a une solution. Et quand on me dit il n'y a pas d'eau, ben nous, on n'en a jamais eu de l'eau. Jamais. Voilà, jamais. Donc les Romains, ils ont fait des aqueducs, nos aînés, ils ont fait Serponçon, ils ont fait le canal de Provence, ils ont fait la Société des eaux de Marseille, et on a de l'eau. Voilà, c'est sûr que quand on était ceux qui sont dans la Loire, ils n'ont plus de Loire et plus de pluie, ils sont ennuyés. Nous, on s'est toujours adapté parce que nos cerveaux ont fait en sorte qu'ils ont travaillé, sont adaptés. Et je pense qu'il faut faire un bon diagnostic pour trouver la solution. Et il me semble que pour l'eau, on a beaucoup avancé. Ce que disait M. Renaudi au niveau régional, c'est que nous, la région, on a capacité de faire l'économie. Mais enfin, quand on est arrivé, jamais personne comptait sur nous. On s'est imposé pour rappeler qui on était. Et on a imposé un dispositif pour justement travailler ensemble. Parce que je pense fondamentalement que ce n'est pas nous qui créons les entreprises, mais je pense fondamentalement que c'est eux qui ont l'écosystème. Et que si on n'a pas l'écosystème, on n'aura pas les entreprises après. Si on n'a pas le savoir-faire pour le terrain, où, quand, combien, où je m'installe, quand je m'installe, combien ça va me coûter rapporter dans un écosystème, ça peut pas marcher. Il a parlé de l'armée. Là, on est dans un très bon écosystème parce qu'on est le pays des cigales, peut-être. Sauf qu'on a le roi militaire français à Istres. On a la première base navale européenne à Toulon. Et on a, avec Canjuers et la Légion étrangère à Aubagne, on a un écosystème qui fait en sorte que l'État français, dans le réarmement potentiel avant les moyens financiers, ils nous ont injecté 4 milliards, là. 4 milliards supplémentaires. Donc c'est mieux pour nos hommes, pour nos troupes, etc. Bien. Donc l'écosystème, je pense qu'il est fondamental. Après, on a un problème avec ceux qui sont extrêmement tout et qui veulent rien. Donc quand vous avez ici à Marseille une pétition qui nous explique, pilotée par le maire, qui nous explique qu'il ne faut plus de bateaux de croisière parce qu'il y a des pollutions en mer, on se trouve quand même avec un dilemme épouvantable. On n'est pas au port Canto à Cannes, on n'est pas à Cassis, on est dans le premier port industriel français. C'est bien industriel. C'est bien nos aînés qui ont fait le grand port maritime avec les bassins Est et les bassins Ouest pour développer l'industrie. Mais là où nos concitoyens ont raison, c'est qu'ils ne veulent pas supporter ces bateaux de croisière qui fument et qui les enfument. Donc on discute avec eux pour faire quoi? Brancher à quai, donc il faut faire le branchement à quai. Enfin, si entre-temps vous avez les canots et kayaks au milieu qui passent, qui a raison? Celui qui veut tout interdire? Ou celui qui fait évoluer, parce qu'à l'époque, ils arrivaient à la voile, puis après au charbon, puis après au fioul lourd, puis maintenant au GNL, et puis demain à l'électrique. Donc il y a une évolution technologique sur ces écosystèmes. Et il ne faut surtout pas les briser, mais il faut fixer des calendriers qui sont des calendriers fixés, fermes, mais qui soient acceptables. Et donc, il y en a qui vous disent, alors c'est le problème d'Arcelor. Arcelor, il y a quelqu'un, en l'occurrence un fonctionnaire de l'État, qui a dit « je ferme ». Mais Arcelor est le plus gros pollueur du département. Sauf qu'on a passé un accord avec eux pour qu'ils investissent des moyens financiers conséquents pour que dans le cadre de notre plan de décarbonation, sous 5 ans, ils diminuent de 70 ou de 80% leur pollution. Bon, alors après, vous dites on ferme. Ouais, ben si vous fermez, alors il n'y a plus d'écosystème. Et la difficulté, c'est la guerre des usages, en fait. Dans la guerre des usages, comment on peut s'accepter dans la mesure où on s'est fixé un calendrier. C'est sûr que si on ne s'est pas fixé de calendrier, qu'il n'y a aucune politique industrielle et qu'on doit continuer à polluer pour polluer, et moi je suis contre pour le pollueur-payeur, parce que le pollueur-payeur, c'est le plus riche qui va polluer le plus, et il s'en fout, il va payer. Moi je veux qu'on arrête de polluer. Mais pour arrêter de polluer, pour ne pas faire sortir les entreprises, il faut faire en sorte que les entreprises s'adaptent, et à ce moment on discute. Je reviens sur mes croisiéristes. Est-ce que vous croyez une seule seconde que ces grands bateaux-là, quand on me dit c'est les promenades de riches, enfin, quand vous voyez le prix de la semaine sur ces bateaux, ce n'est pas les riches qui sont à bord. Sauf que ceux-là, ils n'ont pas du tout envie de faire leur footing sous la fumée du bateau. Donc déjà, ils changent leur réservation. Donc c'est un cercle vertueux inexorable. Mais il faut l'affirmer, et il faut éviter absolument, c'est la difficulté de l'exercice, la guerre des usages. Ce qui est aujourd'hui à Arcelor insupportable. La guerre des usages, Aurélie Jean, ça vous évoque quoi? Là, comme ça, pas grand-chose, Laurence, pour être tout à fait honnête.
toute façon, quand on parle d'usage, les gens commencent à défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'usage. C'est humain. C'est-à-dire que, typiquement, vous parlez des bateaux de croisière. Quelqu'un qui habite à 200 km d'un océan ou d'une mer se pose pas cette question. À la rigueur, il ne veut même pas forcément en discuter. Donc, la guerre des usages est liée, en fait, on devient très vite égoïste quand on parle des usages, mais en même temps, c'est humain. Mais pour autant, oui, il faut en parler parce qu'il faut parler de tous les usages et pas seulement à notre échelle et à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle européenne et mondiale. Parce que si nous, on fait un effort que localement, ça ne servira pas au réchauffement climatique mondial. Et les usages, oui, mais il faut vraiment y penser. Je pense que c'est l'échelle, l'espace qui compte davantage avant tout que l'usage. Jérôme Fourquet avait l'air d'accord avec vous. Vous l'observez, ça, à travers les différents territoires? C'est vrai que là, on focus sur la région sud, mais vous Oui, voyez bien sur sûr. d'autres Et, territoires. le président Muselier parlait du rapport très particulier des régions méditerranéennes à l'eau. Et donc, si on va un peu plus à l'ouest de chez vous, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Hérault, avec justement conflit des usages là sur la possibilité d'interdire le remplissage des piscines individuelles, etc., etc. Au point qu'il y a un élu qui vient de dire qu'on pourrait arriver à un arrêt de la croissance démographique de cette région à cause des problèmes d'eau. Est-ce que c'est à un moment donné un vrai sujet? Oui, bah c'est la question de la soutenabilité. Et le président Muselier parlait de nos aînés qui avaient une vision un peu démiurgique en disant on va dompter le Rhône, on va faire des centrales nucléaires, etc. Et donc il y a des solutions à tout. Et sauf qu'on voit aujourd'hui que dans ces écosystèmes, notamment méditerranéens, qu'il y a des limites à ces phénomènes et qu'on ne pourra pas, qu'il faut en tenir compte dans l'équation. Je voudrais revenir aussi sur les questions administratives qui sont des vrais obstacles. Et donc, effectivement, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Regardez ce qui se passe un peu plus au nord de chez vous sur le projet du franchissement des Alpes, le Lyon-Turin. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres qui ont été creusés du côté italien. Nous, on a aujourd'hui les autorités régionales qui supplient le gouvernement de enclencher la marche avant parce qu'il y a une délégation de l'utilité publique qui a été votée en 2013 et que si on ne commence pas très rapidement les travaux, tout le boulot administratif sera à refaire. Alors ça va faire les choux gras d'un certain nombre de cabinets d'avocats, de cabinets conseils, etc. Mais donc on a un vrai problème français. Je pourrais prendre un autre exemple. Vous avez parlé des panneaux photovoltaïques. Regardez ce qui se passe dans le domaine agricole avec les biométhaniseurs. Il faut 12 mois pour en sortir un du sol en Allemagne. C'est 2 ans de procédure en France. Et donc, on a un taux d'équipement en biométhaniseur qui est beaucoup plus faible en France qu'en Allemagne. Parce qu'un entrepreneur, il est souvent plein de projets, plein d'idées, c'est sa vocation. Mais s'il a des boulets au pied, s'il a des obstacles administratif, vous le dissuadez. Et donc de la même manière qu'il faut un écosystème avec des entreprises qui fonctionnent, des collectivités locales qui soutiennent, il faut aussi un environnement juridique qui ne dissuade pas ou qui ne freine pas. Qui soutient. Voilà. Et à côté de cet environnement juridique, il y a aussi les populations qui doivent, elles aussi, on parlait des conflits d'usage et chacun regarde depuis sa fenêtre, être conscientes des enjeux que tout ça représente. Moi, j'étais très marqué. Aurélie Jean est originaire de Bretagne parce qu'il s'est passé dans la périphérie rennaise il y a quelques semaines, quand un grand industriel agroalimentaire breton, pourtant, donc il avait le CV qui va bien, eh bien, a décidé de jeter l'éponge sur un projet de construction d'une usine de pain brioché face à la multiplication des contentieux de la part d'un certain nombre d'associations environnementales locales qui disaient on a vu les études et le prélèvement sur les nappes phréatiques, il y a plus d'eau que chez vous, mais ça commence aussi à se tendre là-bas, va juste être insoutenable. Il se trouve que dans le bassin rennais, on est à 3% de chômage et on peut se permettre de dire zut à un projet industriel de cet endroit. Le projet Bridor, dont nous avons parlé en Bretagne d'ailleurs la semaine dernière avec votre collègue Loïc Chenet-Girard. Peut-être Renaud Muselier, on reste 3 minutes à la conclusion. Qu'est-ce que vous redoutez? Vous parliez de ces extrêmes, vous parliez effectivement de la montée de la violence sur les sujets de l'écologie. Vous êtes aujourd'hui engagé dans la transformation de la région et le président de la République est là pendant 3 jours pour essayer d'accompagner à développer ce territoire. Il y a des enjeux qui sont quand même aujourd'hui d'industrialisation verte qui sont très clairs, avec des emplois à la clé pour les entreprises. Qu'est-ce que vous redoutez par rapport à ce mouvement qui est lancé? Je crains rien.
Voilà, donc, Peur de rien. Non, il Peur de rien. non, c'est plutôt qu'est-ce que vous souhaitez non, mais alors d'abord, ce que je crains, c'est les Cassandres. Moi, je ne les supporte plus. Donc, ils m'ont expliqué toute la journée qu'on n'allait pas avoir d'électricité cet hiver, qu'on allait tous mourir de froid, que tout allait tomber en panne. On a demandé aux Français de faire Dans un le peu sud, on attention. risque moins de mourir de froid que dans le nord. On nous a expliqué que les Français ont fait des efforts, 10% d'économie, le gouvernement, les uns les autres. On s'est retrouvés dans une situation où on a réalisé qu'on était très dépendant de tout le monde, mais on est passé à travers. On m'a expliqué toute la journée, au lendemain du Covid, que mes stations de ski cet hiver, ça allait être un désastre, ils allaient tous faire faillite, personne n'allait aller au ski. J'ai fait la plus belle saison depuis les 5 dernières années. Bon. On m'a expliqué toute la journée que cet été, ça allait être un désastre aussi, tout allait mal, tout allait voir, il n'y a pas d'eau, etc. OK, on a des taux de réservation depuis le mois de mai qui sont exceptionnels. Très bien. Et on m'a expliqué qu'on n'avait pas à avoir d'eau comme l'an passé à Serponçon ou à Sainte-Croix. On n'a jamais eu autant d'eau. Donc, les Cassandres, vous avez compris, me gênent beaucoup. Néanmoins, ce n'est pas parce que je suis dans cette situation-là que pour autant, je suis dans le déni. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont peur, et donc il faut leur parler. Je vais vous donner un exemple très simple, en espérant que, en disant ça, il ne m'arrive pas des catastrophes. Moi, je suis de droite, je suis avec Macron, je suis pour les 64 ans. Ici, à la région, on est à la porte d'Aix. La totalité des manifestations, et on n'a pas les plus souples ici par rapport au reste de la France, ils partent à la porte d'Aix, où ils arrivent, où ils s'en vont. Je n'ai pas eu un tag, je n'ai pas eu une voiture brûlée, je n'ai pas eu d'injure. Rien. Et pourtant, je suis ciblé. Je crois que si on présente les choses, qu'on explique les choses, qu'on respecte les gens, qu'on organise en avant de la décision un débat avec les autres vous respectent. Voilà ce que je crois. Et donc, pour la suite, par rapport aux problèmes administratifs, nous, on a fait un travail énorme avec... moi, je suis un décentralisateur, donc tout ce qui peut m'éviter de passer par Paris, c'est fondamental. On était... France 2030. France 2030, c'est 54 milliards d'euros de l'État français pour la réindustrialisation, moitié TPE-PME, moitié industrie. OK. On était 8e français. Vous pensez bien que ça pouvait pas m'aller, 8e français. J'ai réalisé qu'il y avait ici les contraintes administratives dont tu parles, donc alors dans tel département, là, ci, là, ça, il passe par là, et tout. Moyennant quoi, tous les dossiers étaient repoussés. On s'est débrouillé avec le préfet de région et j'ai demandé à M. Bonnel d'être territoire expérimental pour qu'on fasse ensemble. Donc on co-préside, en fait, avec le préfet de région. Et dès qu'on co-préside avec le préfet de région, c'est drôle. L'administration, elle dit oui. Et hop, Dès qu'on décentralise un peu, et ça donc marche de mieux. 8e, je me retrouve 3e. Quand on décentralise, c'est pas mal quand même, en moins d'un an. Quand on décentralise, ça marche mieux. On a vu que dans le cas du Covid, quand on prenait le pouvoir d'un certain nombre d'endroits, on faisait fonctionner le truc. Mais de toute façon, on n'aura pas la décentralisation, elle ne se fera pas. L'autorité administrative veut garder son tampon pour bloquer, pour gêner. Quand vous co-présidez avec le préfet de région et que sur les dossiers importants, vous accélérez le dispositif, là, tiens, comme par hasard, tout se déclic. Tout avance. Et nous, on a fait pareil avec la Société Nouvelle pour la ligne Provence-Côte d'Azur. C'est quand même 3 milliards d'euros payés par l'Europe à 20%, 40%. C'était impossible de passer. Il y a 16 collectivités qui s'en occupent au passage. Allez, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. Pareil pour France 2030. Pareil pour le Marseille-Engrand. J'ai dit au président, vous venez pas à Marseille, moi je m'occupe des transports. Moi je m'occupe du port. Et moi je m'occupe de tout ce qui est développement écologique. Mais il m'a dit, topé, hein. Topé, c'est fait, hein. D'ailleurs, il a assez bien dit dans un journal remarquable aujourd'hui dans la Provence, où il explique les choses. Nous, on met à disposition, je suis un médecin, je suis issu de l'entreprise, je sais que c'est les entrepreneurs qui font, il faut faire un bon diagnostic pour faire le bon traitement. Et les écosystèmes sont essentiels. Et il faut arriver à aller prendre l'argent où il est, c'est-à-dire à l'Europe et à la France. Et à ce moment-là, on le bâtit chez nous. Nous, on fait le dernier kilomètre. Bon, vous n'avez peur de rien, en tout cas, on l'a bien compris. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à Laurence pour ce débat Merci, Philippe. qui va se poursuivre avec d'autres débats sur l'énergie, sur le port de Fos, sur l'énergie et les financements. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée.